Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. C'est un geste de haute portée sociale que vient de poser le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, en exécution de ses instructions. Le ministre de l'Information, accompagné de son homologue du plan et de plusieurs hauts cadres de l'administration, a procédé à la remise officielle des clés d'une maison aux enfants de notre regretté confrère Daouda Tabansila, un geste symbolique par lequel le chef de l'État rappelle que la République n'oublie jamais celles et ceux qui l'ont servi avec dévouement. Moussa Komara. Chose promise, chose due. Voici la somptueuse villa scintillante offerte par le président de la République, Mamadi Doumbouya, aux enfants du journaliste reporter d'images Daouda Tabansila, décédé en août 2025. Un jour chargé d'émotion et de reconnaissance nationale. Dans les mains du ministre de l'Information et de la Communication, ces enfants reçoivent les clés et le titre foncier. En offrant une villa entièrement équipée et une prise en charge intégrale des frais de scolarité des enfants du journaliste feu Daouda Tabansila, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, rappelle à chacun de nous que la grandeur d'un chef d'État ne se mesure pas seulement à ses décisions politiques, mais aussi en sa capacité à incarner la solidarité, la compassion et la reconnaissance qui honorent la mémoire de ce serviteur de la vérité et de l'information. Ce geste n'est pas seulement un acte de générosité, il est un témoignage vivant de l'engagement du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, à partager la dignité des familles éprouvées, à honorer la mémoire de ceux qui ont consacré leur vie à servir la nation. Il fut un collaborateur d'exception, il fut un collaborateur de méthode, mais aussi un collaborateur dynamique et disponible. Chers amis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie miséricorde, lui raccorde son pardon. Ce duplex, composé de 5 chambres équipées, devient aujourd'hui plus qu'un toit. Il incarne la solidarité, la stabilité envers une famille après le choc. À la RTG où Tabansila a tant servi, collègues et responsables ont presque vidé les bureaux pour venir manifester leur enthousiasme et reconnaissance au président de la République pour ces gestes sociaux et humains qui vient apaiser une douleur encore vive. Cette maison est plus qu'un simple toit. Elle est le symbole de l'amour de la nation pour votre père, pour votre époux, pour votre fils. C'est aussi le témoignage que son combat et son engagement n'ont pas été vains. Le syndicat, l'administration générale de la RTG et l'ensemble des travailleurs de la RTG resteront à votre côté. Dans cette villa, au-delà des murs et des portes, c'est l'héritage d'un journaliste intègre qui continue de vivre. Pour sa famille encore éprouvée par la perte, ce geste du président Doumbouya reste un symbole. Nous prions pour que ces enfants grandissent bien sous ces toits. Nous sommes dépassés, très dépassés par cet amour pour notre regretté fils, Daouda. À cette occasion solennelle, le ministre de l'Information et de la Communication, touché par ces gestes de haute portée sociale, a rappelé les gestes humanitaires posés par le président de la République depuis le 5 septembre 2021. Il nous faut rappeler ici et maintenant que ce n'est pas un acte isolé. Car depuis le 5 septembre 2021, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya a toujours placé l'humain au centre de son action. À travers de nombreuses initiatives en faveur des familles éprouvées, il a démontré que la grandeur d'un chef d'État se mesure en sa capacité à tendre la main à ceux qui souffrent. Nous avons tous été témoins de cet engagement constant dans les cas d'hospitalisation, où il a veillé à ce que les citoyens les plus vulnérables bénéficient d'une prise en charge digne et efficace. Nous avons vu son implication dans les évacuations sanitaires, permettant à des compatriotes gravement malades
d'accéder aux soins spécialisés à l'étranger. Ces jours chargés d'histoire et d'émotions, le livre saint a encore été lu plusieurs fois. Une minute de silence aussi observée pour la mémoire de Daouda Tabansila, qui, dès ce mercredi, ses héritiers, Isiaga et Antonio, ont trouvé un foyer. Parlons à présent de cette grande réforme impulsée par le président de la République à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit de la bancarisation des pensions. Désormais, les retraités perçoivent leurs pensions par virement bancaire, une initiative de la CNPS, hautement saluée par les retraités de Dubreka et Koya. Alpha Isiagaba. Nous sommes au service de pension de la préfecture de Dubreka. Il est 10 heures, pas une dizaine de pensionnés dans la salle d'attente. Tous sont presque dans les virements bancaires. C'est l'une des plus grandes réformes opérées sous l'ère CNRD, mise en œuvre par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Actuellement, nous sommes payés mensuellement comme les autres à travers la fonction publique. Deuxièmement, il y a eu une amélioration de la pension. Virement bancaire, ici tout le monde est vivé. Ce que je dirais à Monsieur le Président, c'est de le remercier. En plus, la directrice la remercie parce que c'est grâce à elle, elle s'est battue auprès du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires retraités. Il y a eu une nette amélioration du service des pensions, la bancarisation des salaires, le paiement mensuel qui a été appuyé par le CNRD et l'augmentation substantielle de la pension. Ça, c'est un acquis majeur. De Dubreka, nous prenons la direction de Koya. Dans le Sumbouya, la pension des retraités est désormais sécurisée. La joie des pensionnés est totale. Les pensions ont été revues à la hausse. Il y a le virement des pensions de la retraite dans les institutions bancaires. Et cela a permis aux pensionnés de bénéficier de beaucoup d'avantages. Donc nos remerciements vont d'abord à l'endroit de la générale Aminata, qui ne ménage aucun effort vraiment pour nous mettre à l'aise. Ça n'a jamais été organisé comme ça. Les pensions ont été rehaussées. Le virement est d'abord une très bonne chose et je suis très content d'être viré. Parce qu'au moins, j'ai la possibilité d'économiser parce qu'au moins, je peux retirer tout ce que je veux avec beaucoup de sécurité. C'est une très bonne chose. Ça n'a fait que retarder. Et Dieu merci que Mamadi Doumbouya soit là. Avant le virement de la pension dans les différentes banques, la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale avait initié une vaste opération de recensement biométrique. L'opération se poursuit en ce moment à domicile avec les assurés sociaux maladies immobilisés et sera élargie pour les pensionnés de l'intérieur du pays. Au même moment, à la Société des eaux de Guinée, l'émotion et la reconnaissance étaient au rendez-vous ce mardi. 26 travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2025 ont reçu les hommages de la hiérarchie et les applaudissements de leurs collègues. Une cérémonie sobre mais symbolique dans un contexte où la SEG fait face à d'importants défis pour améliorer la desserte en eau potable dans les ménages guinéens. Mamadi Ternaka Misoko. Durant des décennies, ces hommes et femmes ont contribué souvent dans des conditions difficiles à la maintenance, à la production et à la distribution de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Leur engagement a permis à la SEG de maintenir le service public de l'eau malgré la croissance démographique, l'extension urbaine et les contraintes techniques du réseau. Ils sont au nombre de 26 collaborateurs à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre dernier. Aujourd'hui, la Société des eaux de Guinée leur rend un hommage vibrant. Aujourd'hui, nous célébrons des femmes et des hommes qui ont consacré une part essentielle de leur vie à une mission qui dépasse nos murs et nos organigrammes. Apporter l'eau, assurer sa qualité, sa distribution et maintenir chaque jour un service qui touche directement la dignité et la santé de nos concitoyens. Après tant d'années de services bien remplis sur les chantiers de la SEG, nous partons avec le moral haut, des dossiers propres, car nous avons su travailler en équipe avec un sens élevé d'écoute et de partage de manière pointue. Face aux attentes croissantes des populations, la SEG reconnaît que les défis restent immenses, mais l'héritage laissé par ces retraités constitue un socle solide
pour les nouvelles générations. Un mot envers la direction, c'est de trouver un créneau pour ceux qui sont capables, parmi eux qui sont en bonne santé, qui ont les capacités de travailler, de performer, pour leur trouver des postes de consultance ici à la SEG, parce qu'il ne faut pas jeter l'expérience. C'est l'expérience qui fait la compétence. Je souhaite que cette année qui commence marque le couronnement et la réalisation de tous les projets qui nous tiennent à cœur. La Société des eaux de Guinée et le secteur de l'eau potable est confronté à un défi majeur. C'est le défi de relever la mission qui nous est confiée, celle de fournir de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante. Avec l'appui incessant et inestimable du ministère des Hydrocarbures et de l'ensemble du gouvernement, que cette année marque le démarrage effectif du fameux 4e projet eau, que ces innombrables doyens ici assis sont les principaux initiateurs. L'année 2026 s'annonce ainsi comme une étape charnière pour la Société des eaux de Guinée, avec la concrétisation attendue du 4e projet eau destiné à renforcer durablement l'accès à l'eau potable. Un chantier d'envergure qui s'inscrit dans la continuité du travail accompli par ces 26 agents désormais retraités, mais jamais inscrits dans l'histoire de la SEG. Vers l'adoption de la nouvelle politique foncière guinéenne, les acteurs clés du secteur sont réunis en conclave afin de poser les bases de mécanismes fiables et durables pour une meilleure gouvernance du foncier. Au cœur des échanges, la lutte contre la spoliation et la sécurisation des espaces dédiés aux activités socio-économiques. Abakar Djabi. C'est un cadre de concertation qui mobilise plusieurs représentants des départements sectoriels du pays. Il vise à produire un document référentiel qui va s'appeler la politique nationale foncière. Pendant 2 jours d'intenses travaux, ces acteurs ont amendé et présenté des mécanismes innovants susceptibles de mieux gérer le secteur foncier et domaine en République de Guinée. Le document que nous sommes en train de faire, c'est un document qui doit être un document partagé. On a besoin de l'avis de tout le monde. Les gens ont apporté leur input sur le document de la politique foncière nationale qui sera désormais le guide principal de tous ceux qui seront vraiment en charge du foncier, dont le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. C'est une rencontre axée sur les réformes engagées dans le domaine foncier en Guinée. Elle prend en compte les préoccupations de tous les services techniques évoluant dans le domaine afin de doter le pays d'une politique fiable pour le développement socio-économique durable. Et cadres déconcentrés au niveau régional et puis aussi les cadres du ministère de l'Habitat qui ont tout laissé pendant les 2 journées à venir apporter leurs connaissances, tout ce qu'ils avaient comme technique et tout ce qu'ils avaient comme outil aujourd'hui dans la gestion foncière et tout ce qui est lié à la problématique du foncier. Tout ça a été mis à la disposition de ces cadres. Et aussi, ça crée un climat de concertation. Désormais, c'est une base qui est là que les autres cadres pourront utiliser à travers le ministère de l'Habitat pour qu'à tout moment, on puisse accéder aux informations liées à la gestion foncière. Ce nouvel outil stratégique du secteur foncier constitue un guide primordial pour le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il va à coup sûr pallier aux manquements récemment enregistrés dans le domaine foncier, comme la spoliation au niveau des secteurs agricoles, miniers, industriels et habitat en Guinée. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics entend désenclaver les collectivités et faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Sur financement du fonds d'entretien routier, les travaux de construction d'un pont de franchissement viennent d'être lancés dans la préfecture de Mali, située sur la route internationale Mali-Sénégal. L'ouvrage, une fois terminé, va relier plusieurs localités. Nabila Moussa Kamara et Sarafoudine Diallo. Au rythme du tabala, instrument traditionnel, autorités administratives et populations locales se sont fortement mobilisées pour le lancement officiel des travaux de construction du pont sur le fleuve Liti d'Idéol. La cérémonie se déroule en présence des responsables du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Ce pont de 36 mètres linéaires sur 6 mètres de hauteur avec une largeur de 7 mètres est financé à 100% par le fonds d'entretien routier pour un montant TTC de plus de 4 milliards 800 millions de nos francs.
pour un délai d'exécution de 6 mois. C'est un pont qui a fait tellement de dégâts. Il y a eu des vies humaines qu'on a perdues là-bas. Donc l'État a jugé nécessaire de pallier à la souffrance de cette population. Donc c'est un pont qui vraiment désenclave 3 des 4 sous-préfectures, le Mali et le Sénégal, exactement. Ce pont intersous-préfectoral reliera Doguel-Ségon, Téliré et Idayatou. Un ouvrage stratégique qui va renforcer la mobilité, faciliter les échanges commerciaux et améliorer les relations sociales entre les communautés riveraines. Je voudrais, au nom des populations bénéficiaires, exprimer notre gratitude au gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour sa vision résolument tournée vers le développement local. À noter que sur cet axe routier, il s'agit du 3e pont réalisé en l'espace de quelques mois par le gouvernement à travers la Direction générale des routes préfectorales. Une dynamique qui traduit la volonté des autorités de désenclaver les zones rurales. C'est des zones de production et qui étaient complètement coupées. Mais aujourd'hui, grâce à la réalisation de cet ouvrage, ces sous-préfectures seront reliées et pourront écouler facilement leurs marchandises et leur bien-être. Et donc, je vais dire que la population est contente pour le président de la République. Située au nord de la Guinée, la préfecture de Mali partage près de 400 km de frontière avec le Mali et le Sénégal. Une véritable zone d'échange transfrontalier qui justifie la construction de tels ouvrages au service du bien-être des usagers et des populations bénéficiaires. Et puis à l'occasion des fêtes de fin d'année, le gouvernorat de la ville de Conakry a initié des journées de réjouissance en faveur de la petite enfance. Au jardin 2 octobre, plusieurs jeux sont mis à la disposition du public, une manière de donner le sourire aux tout-petits en ce début d'année 2026. Le point avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. 5 jours de joie et de distraction, ça se fête. Ici au jardin du 2 octobre, ils sont nombreux à effectuer le déplacement. Ces mères de famille et leurs enfants pour se divertir et passer des moments de folie. Ces journées de réjouissance initiées par le gouvernorat de Conakry interviennent à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une fierté pour nous les travailleurs du jardin, et pourquoi pas le gouvernement de la ville de Conakry qui est l'initiateur de ce grand projet. Parce que depuis le 25, le jour de Noël, et jusqu'à aujourd'hui, on a eu le record de visites dans la ville de Conakry. Mais pourquoi pas en Guinée aussi? Parce qu'on a eu plus de 28 000 visiteurs depuis ce jour-là. C'est le moment et le lieu de remercier Madame la gouverneure et son cabinet pour avoir réalisé ce grand projet et pouvoir nous assister aussi en organisant cet événement aussi. Pour mieux retenir les enfants et autres visiteurs, plusieurs espaces de jeux ont été aménagés. Là-dessus, de nombreux jouets sont aussi mis à disposition du public. Une manière de servir davantage la petite enfance. Franchement, on s'est amusé, on s'est éclaté avec les enfants. Tout est merveilleux ici. Franchement, on les remercie. On le remercie beaucoup, Madame la gouverneure. Merci encore. Les enfants sont très contents, très heureux. L'aquapark n'est pas resté à marge de ces journées de réjouissance. Il était aussi plein d'enfants et d'adolescents pour se recréer. Vous voyez aujourd'hui les enfants, on n'arrive même pas à passer, à marcher dans la cour du jardin 2 octobre. On voit vraiment aujourd'hui le besoin d'avoir aussi un autre jardin à l'image de celui-ci, un peu dans la banlieue et un peu partout en République de Guinée. Donc sincèrement, c'est le moment et le lieu de féliciter encore une fois Madame la gouverneure de la ville de Conakry et toute son équipe pour vraiment avoir fait de cet endroit un endroit idéal au profit des enfants de Guinée et d'autres enfants. Et c'est également le lieu de remercier le chef de l'État, le président de la République, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, pour avoir donné cette opportunité à Madame la gouverneure de la ville de Conakry de faire de cette initiative aujourd'hui une réalité. Un concert géant a marqué ces 5 jours de bonheur et de distraction, où plusieurs artistes vedettes ont égayé le public mélomane de Conakry. Ici, au
jardin du 2 octobre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.